Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence, deuxième conférence sur la transition écologique sur ces JTSE. Celle-ci, la thématique, c'est Festival en route vers la transition écologique. C'est moi, donc Laetitia Zappella, qui vais animer cette table ronde en présence de deux de nos invités, donc Samuel Brouillet de Zébulon Régie et Jérémy Jourdain de la société Visu. La thématique de la table ronde, c'est les festivals. Ce sont des grands consommateurs d'énergie. Et en fait, il y a des questions, c'est quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont mises en place pour réduire leur impact environnemental? Qu'est-ce qui est envisageable au niveau des directions techniques? Et c'est un peu ce dont vous nous parlez, nos deux invités aujourd'hui. Moi, je représente le cabinet conseil IPAMA et on accompagne tous les acteurs de l'événementiel dans leur transition écologique, mais pas forcément sur la partie technique, donc d'où l'intérêt des deux experts. Première question, c'est peut-être de vous présenter tous les deux, présenter votre parcours, comment vous êtes venus à travailler sur ces sujets de transition écologique, notamment sur les questions énergétiques. Du coup, Samuel. Bonjour à tous, donc Samuel Brouillet, je suis nantais. Je suis arrivé, il pleut moins à Nantes qu'à Paris en ce moment, c'est rare. Je suis directeur technique de formation de métier et directeur d'une entreprise qui s'appelle Zébulon Régie, en effet, basée à Nantes. Alors comment on est venu à réfléchir à ces sujets-là? En fait, j'étais intermittent du spectacle pendant plusieurs années et donc la création de Zébulon Régie était un des trois piliers était d'avoir un outil de travail sur les questions de la réduction de l'impact et du développement durable dans les métiers de la direction technique et de la régie générale. J'en suis venu personnellement à créer un outil de travail plutôt que transformer la structure vers ça, pour répondre à la question. Merci. Jérémy. Donc Jérémy, bonjour à tous. J'ai monté la société Visu cette année, c'est très récent. J'ai un parcours dans le domaine de la technique chez des prestataires techniques et des loueurs d'énergie temporaires. Et l'idée était de constater qu'il y avait des dimensionnements qui n'étaient pas toujours, on va dire, bien pensés, en tout cas pas avec une méthodologie adaptée toujours. Sur des événements et de voir qu'aujourd'hui le sujet de l'énergie est un petit peu central d'un point de vue citoyen mais aussi dans le domaine événementiel m'a poussé à mener monter une structure dédiée au dimensionnement et à l'audit avec des solutions de supervision en temps réel. Merci. Du coup, peut-être commencer, Samuel, parce que vous accompagnez énormément d'événements sur ces questions-là. Une première question sur les enjeux, finalement. Quels sont les enjeux pour les directions techniques sur les questions de transition écologique et sur la question de diminution énergétique? Alors, le premier enjeu qu'on voit au niveau des directions techniques, qui sont des services techniques, hygiène, sécurité au service des projets de production, c'est déjà celui de la survie, mais qui est quelque part celui de la totalité de notre secteur. Comment notre secteur va pouvoir se transformer pour qu'il devienne soutenable et durable à l'horizon 2030-2050. Ce qui va arriver très fort, on ne sait pas encore à quel délai, sous quel délai et de quelle manière, c'est des mesures d'impact qui vont nous dire demain que sur tel projet événementiel, on a le droit à tant ce sera peut-être des crédits carbone, je ne sais pas, de la même manière qu'on a des limites budgétaires et que plus on s'y prend tôt pour essayer de transformer nos événements, nos pratiques et les rendre plus durables et responsables, moins la marche sera haute. Je prends souvent la comparaison avec le secteur de l'aviation qui a une transition très lourde et compliquée et peut-être impossible, on ne sait pas, à faire. Voilà, nos métiers sont pas... on ne peut pas considérer que parce qu'on fait de l'éphémère, du culturel, de l'événementiel, qu'on n'est pas concerné par ces enjeux-là. Sur les questions après de l'énergie en tant qu'électricité par exemple, en tout cas l'énergie d'une manière globale, il y a des leviers très forts qui sont commandités par les directions techniques. Je prends celui de l'électricité, qui plus que le directeur technique est en charge en fait de ce sujet-là. Donc c'est bien auprès des directions techniques qu'on va trouver sur les questions de fluide, sur les questions de logistique des prestataires, sur les questions de dimensionnement technique d'une manière générale. C'est bien auprès des directions techniques qu'on va trouver des experts qui peuvent, du coup, dans leur pratique, transformer le secteur. Merci. Alors j'ai oublié de préciser, mais il y aura un temps de questions-réponses qui vous sera dédié, donc n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions qui vous viennent à l'esprit, vous les notez et on reviendra sur les différents sujets. Alors pour abonder un petit peu sur le sujet, mais c'est vrai que quand on prend le sujet de l'énergie, en tout cas de manière un peu plus globale, le contexte actuel fait que aussi on a une prise de conscience
peut-être un peu tardive, j'ai envie de dire, de la notion d'énergie. On a l'impression que c'est quelque chose qui était abondant et normal depuis longtemps, mais maintenant ça rentre un petit peu dans l'esprit de tous, que ça devient une ressource un peu spécifique, compliquée. Il faut certainement avoir une approche un peu plus ajustée dans son dimensionnement et dans son utilisation, notamment sur des événements qui sont à forte visibilité. Là, on touche aux citoyens. On ne pourra pas demander forcément à tous de faire des efforts si on constate que l'événement en question va mal utiliser la ressource. Après, il y a des enjeux de sécurité, des enjeux scénographiques qui sont évidemment, on peut pas les transformer, mais en tout cas, on peut apporter une façon d'utiliser l'énergie de la meilleure des manières. Et c'est vrai que sur les différents cas qu'on a pu explorer, on a levé des lignes en fait sur lesquelles il y avait des améliorations à apporter, aussi bien au niveau des comportements que des équipements. Donc ça se recoupe un petit peu. Alors du coup, pour prolonger, juste présenter peut-être Visu, ce que c'est exactement, pour qu'on puisse mieux comprendre. Oui, donc Visu, c'est une entreprise de conseil qui fait de l'audit. On aide les productions, les agences ou des organisations d'événements à faire un bilan d'énergie, un bilan de puissance. L'idée, c'est de rentrer un petit peu dans le détail pour que ce qui va être prévu en énergie soit réellement consommé, en tout cas s'en approcher le plus possible. Donc pour ça, on utilise différentes méthodes. On a une notion de coefficient de sobriété qui permet d'avoir un ajustement au plus près entre le besoin initial et l'utilisation finale. Et on met à disposition des moyens de comptage et de supervision sur les utilisations de son, de lumière, de restauration qui sont inhérentes à l'événement. Donc l'idée, c'est de faire un rapport d'optimisation et d'apporter pour l'édition suivante du projet, après la concertation, un moyen d'aller plus vers la sobriété. Du coup, Samuel, alors Zébulon Régie, peut-être le présenter brièvement, mais je pense que tout le monde a pu, enfin c'est quand même quelques années derrière vous, présenter quels sont les principaux freins que vous rencontrez dans les accompagnements, dans un premier temps, et voilà, enfin... Si c'est... Les principaux freins. Je pense que toute direction technique voit comme premier frein les limites budgétaires en général. D'une manière générale, le développement durable ne permet pas de faire des économies, ou alors quand on en fait quelque part, on a besoin de moyens pour les réinjecter ailleurs. Et même à budget constant, c'est compliqué de travailler sur ces axes-là sans avoir des moyens supplémentaires pour mettre des choses en place opérationnelles, concrètes, réalistes. Donc ça peut être un frein, la question du budget. Pour la petite parenthèse, j'intervenais dans le forum Entreprendre pour la culture à Nantes il y a quelques semaines avec quelqu'un de la DRAC de Nantes, et les questions qui se posaient, c'était aussi pour les festivals. Des festivals qui disaient nous on veut bien faire la transition, mais est-ce que l'État, est-ce que la DRAC va dégager des moyens pour nous accompagner, parce qu'on s'est pris Vigipirate, on s'est pris le Covid. Là, on a une injonction de transformation, mais qui demande des moyens, de la formation, des ressources humaines. Comment on accompagne ça? Donc ça, c'est une question, en effet, comment le secteur qui est déjà fragile peut se transformer et quels moyens il peut mettre en place. Est-ce que c'est l'augmentation des billets, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus systémique? Donc premier frein, ou en tout cas un des freins, c'est le budget. On a quand même une problématique autour de la formation. C'est vrai que non pas que les formations fassent pas leur boulot, bien au contraire. Mais moi j'interviens dans différents organismes de formation, notamment sur la certification de régisseur général. Et en fait, quand on comprend qu'une certification est déposée pour 3 à 5 ans, et que quand l'organisme de formation veut intégrer dans son programme des éléments autour de la transition énergétique, il faut qu'il attende que le référentiel soit redéposé. Donc si on a redéposé l'an dernier sans avoir intégré ça, va falloir attendre 5 ans potentiellement. Donc c'est très lent à mettre en place. Ce n'est pas un organisme de formation qui décide de dédier 3 jours, puisque tout ça est financé et validé par France Compétences. Donc forcément, ça veut dire qu'il faut que derrière, on intègre ça, sinon personne ne paye, tout simplement. Et donc vraiment la question de la formation, je prends souvent aussi l'exemple du code du travail. Quand on a quelqu'un qui travaille dans une usine de fabrication de chaussures, par exemple, et qui change de
d'outils de travail, de machines, et ben, son employeur doit l'envoyer se former et lui demander de prendre le temps de s'adapter avant d'avoir le même cadencement. Qu'est-ce qui va se passer pour les directions techniques de demain? Comment elles se forment et comment on les accompagne pour qu'elles prennent le temps aussi de bien intégrer ces problématiques-là? Voilà, c'est je pense que les deux premières thématiques qu'on peut aborder. Alors, Thierry, ça fait réagir. Moi, tout de suite, ça me fait répondre sur l'aspect vraiment pratique du sujet. Les contraintes, enfin les difficultés moi, que je constate, c'est déjà les notions de on a fait comme ça l'année dernière. Et ça marchait très bien. Et ça nécessite de regarder un petit peu le problème de plus près. Et ça, c'est pas toujours simple. Il y a effectivement des habitudes de travail, des habitudes de fonctionnement, des méthodes qui fonctionnent. La preuve en est, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de sujet flagrant, mais tant que le sujet de l'énergie n'était pas regardé à la loupe, on va dire que les conséquences n'étaient pas révélées. Aujourd'hui, le prix de l'énergie fait que son augmentation en tout cas fait que ça devient un sujet sensible. Il y a aussi une autre conséquence à tout ça, c'est que les loueurs d'énergie vont être de plus en plus sollicités par les industries. Et donc forcément, ça voudra dire moins de disponibilité pour des saisons d'événements ou de festivals qui sont sur des périodes d'immobilisation très courtes. Ça s'est vérifié il n'y a pas très longtemps sur un cas où il y avait une énergie disponible sur un site qui a été dimensionnée comme étant insuffisante, donc de l'énergie temporaire nécessaire, mais course à l'échalote pour trouver un loueur qui pouvait fournir la puissance nécessaire. Et ça, c'était au mois de septembre, c'était pas non plus au mois de juin. Et je pense que ces dommages collatéraux vont forcer le secteur à peut-être revoir un petit peu plus leur façon d'aborder le sujet de l'énergie, leur dimensionnement, et parfois qui est fait à la hâte, et un peu trop tardivement, pour se pencher sur des choses un peu plus concrètes. Je rebondis encore sur la question, en effet, puisqu'on est parti vraiment sur la question de l'électricité. Et ça rejoint ce que je disais. On a quand même un énorme problème dans nos métiers, c'est celle de la marge sur marge sur marge. On rajoute de la marge partout. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le guide de l'énergie maîtrisée qui est ressorti en 2018 déjà, hein, au BIS en traduction française, qui nous dit que l'énergie, notamment quand c'est sur groupe, en moyenne est dimensionnée sur 2 fois le pic de consommation. Donc imaginons une moyenne à 30 avec un pic à 50 et on a une fourniture à 100. Voilà, donc je ne parle même pas de comment on peut réduire le 50 à 30, hein, parce que ça se trouve le pic il est sur un instant, une seconde dans un week-end. Donc finalement c'est vraiment le 30 qui nous intéresse et on est à 100. Voilà, donc on est sur un surdimensionnement systématique. Ça dans nos métiers, dans l'urgence, et c'est ce que tu disais, combien de fois on a entendu des personnes qui sont en charge de l'électricité dire derrière une scène on met 2 groupes électrogènes 350 kVA, comme ça on n'en parle plus, on est large. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qu'on allait brancher réellement. Et puis moi je constate, hein, j'accuse personne, je pense que c'est une question de réfléchir et de transformer nos pratiques, et moi le premier évidemment. Et puis après, il y a aussi un problème dans la connaissance de l'électricité fine, et c'est vrai que je pense qu'il y a un travail dans la formation des techniciens à faire pour qu'on ne confonde plus la connectique électrique et la puissance derrière. Parce que j'ai une prise ici, hein, une PC 7 ampères, donc je vais me dire que j'ai 3500 watts disponibles, et donc si j'ai besoin de brancher mon ampli, j'ai besoin d'une PC 7 ampères, donc 3500, et ça se trouve il consomme 500 watts. Et donc à force comme ça d'accumuler des standards de connectique, on se retrouve avec un surdimensionnement énorme qui amène des consommations de carburant trop importantes, des groupes qui sont surdimensionnés, mais même au niveau du réseau électrique, j'ai envie de dire d'un point de vue étatique, plus on construit des bâtiments, plus on construit des événements qui demandent beaucoup de quantité d'électricité en théorie, de toute façon la promesse énergétique derrière, il va falloir la suivre, hein, donc derrière, on surenchérit en permanence sur un besoin croissant d'énergie, alors qu'il faudrait déjà maîtriser et réduire. Et c'est vrai que ça peut intéresser des investisseurs potentiels, parce que là on a l'impression de taper sur la tête des loueurs d'énergie, mais heureusement qu'il y en a, hein. Le backup, le secours
C'est la meilleure garantie possible pour qu'une scène ne tombe pas, c'est d'utiliser aujourd'hui des groupes électrogènes ou des UPS, des batteries, donc longue vie à eux. De mon point de vue, les investissements aujourd'hui qui sont autour des énergies décarbonées, renouvelables, n'ont pas encore de recul suffisant pour apporter satisfaction, donc, que ce soit dans la durée des batteries ou sur des usages, on va dire, solaires qui nécessitent des mètres carrés, des hectares, voire pour faire fonctionner un système scénique tel qu'on l'imagine aujourd'hui, pour un festival ou n'importe quelle scène. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut amener à réfléchir à un dimensionnement d'énergie au plus bas possible pour avoir des investissements qui soient atteignables. Des investissements sur une batterie de 240 kWh, il n'y a pas beaucoup de loueurs qui peuvent se le permettre, mais si on réduit la voilure en se disant qu'on peut fonctionner beaucoup plus facilement avec du 40 kW, parce qu'on a des données qui permettent de vérifier qu'effectivement les usages lumière, les usages vidéo peuvent permettre de tenir 1 heure, 2 heures sur telle ou telle batterie. Là, ça devient un peu plus atteignable. Mais si on continue d'avoir une idée un ordre de grandeur démesuré, les investissements derrière ne seront pas atteignables non plus. Parce que c'est des nouvelles technos qui coûtent cher et l'industrie du spectacle n'est pas non plus roule pas sur l'or, je crois. Alors du coup, vous avez commencé à citer certaines, mais quelles autres habitudes en fait vous voyez dans les fonctionnements en fait direction technique ou autres acteurs dans l'organisation d'un événement qui finalement surconsomment de l'énergie et sur lesquels on pourrait faire une attention particulière ou fonctionner différemment. Alors moi j'ai quelques cas qui sont des choses on va dire qui peuvent faire hérisser les poils de certaines personnes dans ce salon, mais si on commence à parler de la LED, va y avoir une levée de bouclier, mais je ne peux pas passer au travers de cette photo. Hop, je vais juste vous montrer un cas. Donc ça c'est. Là, on est sur un événement sur lequel on a fait un relevé de mesure pendant 15 jours, un peu plus de 15 jours. Et on constate donc ce qu'on voit là, ce sont des pics d'intensité d'usage pour le dispositif, un dispositif de fonctionnement que je ne dise pas de bêtises. Donc on est sur un TGBT, donc c'est du son, de la lumière et de la basse vie. Et on voit un talon. Donc le talon, c'est la partie basse de consommation qui correspond on va dire, à des usages basiques de fonctionnement d'une basse vie. Jour-nuit, on voit bien les hauteurs électriques. Mais en revanche, ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que le dispositif lumière installé sur ce kit crée une veille même à l'extinction du dispositif. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette veille, elle est progressive, elle augmente. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est-à-dire que le dispositif était en route et monté à telle date, et on voit que ça se situe ici. Voilà. Toute cette partie-là, en fait, c'est une veille qui monte de 10 à 15 kg. Bon, donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en avant avec l'outil, mais voilà, qui pose des soucis, des questionnements sur pourquoi la LED, pourtant ça ne consomme pas. Bah si, on le voit que ça consomme. Au même titre qu'une scène sur un festival qui n'est pas exploité, écran noir, projecteur éteint, on est sur des ampérages et des intensités par phase qui sont très, très élevées. Donc ça pose des questions évidentes de pourquoi on n'éteint pas. Bon, ça c'est... Il y a plein de techniciens que je salue d'ailleurs en régie qui nous diront c'est plus pratique de ne pas éteindre pour des notions d'humidité, etc. Mais là, je m'adresse aussi aux fabricants. C'est comment on trouve des équipements qui pourraient mettre à disposition des systèmes de veille un peu moins énergivores, par exemple. Après, sur d'autres applications, ça existe aussi sur le chauffage. Des installations qui tournent alors que le fonctionnement du chauffage n'est pas en route, mais tout le système de chaudière, de production d'eau qui fonctionne, lui, consomme beaucoup d'énergie. Et l'idée, c'est de ne pas éteindre parce que c'est plus pratique de ne pas éteindre. Donc l'adage, c'est pas Versailles ici, on peut aussi l'appliquer dans le domaine du spectacle, mais c'est un peu plus contraignant. Répète la question, s'il te plaît. Répète la question. Est-ce qu'il y a dans les constats, dans ce que vous accompagnez, dans les mesures que vous avez, ou quand vous allez voir en fait des événements, c'est finalement, est-ce qu'il y a déjà des choses, des premiers constats ou des premières habitudes qui vous semblent un peu pas forcément utiles, qu'on pourrait changer et qui feraient déjà en fait, qui contribueraient finalement à faire des économies, en tout cas d'énergie? D'accord, merci. Je vais prendre 2 exemples. Je pense qu'il y a
il y a des extrêmes qu'on voit dans certains festivals en plein jour à 14 heures où il y a les mâts d'éclairage qui brillent. Alors bien sûr, heureusement, c'est de moins en moins le cas, mais voilà, il existe encore des habitudes comme ça, tout comme des groupes électrogènes qui vont tourner H24 alors qu'on aurait la possibilité de recentrer leur fonctionnement sur certaines périodes. Je prends l'exemple d'un festival sur lequel on a bossé. On a choisi de coupler le peu de quantité d'énergie disponible qui était de l'ordre de tarifs bleus 36 kVA sur un catering qui allait tourner du coup 24-24 sur du frigo, sur du percolateur, sur des petites choses comme ça, et un groupe électrogène qui venait en complément uniquement au moment donné où la restauration faisait à manger tout simplement, donc sur un 10h 13h et un 18h 21h. Voilà. Et donc ça demande forcément un double réseau, hein, puisqu'on a forcément un réseau qui sort des deux tarifs bleus, réseau de transport d'électricité, et à côté les armoires qui sont liées au groupe électrogène. Donc forcément un peu plus de matériel, un peu plus de personnel aussi pour mettre en œuvre tout ça. Par contre, on a un groupe électrogène qui tourne 6 heures, sinon s'il était tout seul c'est 24-24 pendant, en plus c'est un QG bénévole, donc c'est pendant 15 jours, quoi. Donc au final en dehors de l'aspect impact évidemment environnemental, etc., il y a aussi l'impact financier qu'il y a derrière, et avec le prix du carburant et de manière générale de l'électricité, il y a quelque chose qui se joue. Et puis, moi, je peux vous donner un exemple qui était intéressant sur un des marchés de Noël nantais, l'autre marché des écosoliques, un marché de l'économie sociale et solidaire sur lequel on bosse depuis bientôt 10 ans, avec évidemment l'aval de la production. On a travaillé sur 4 ans à réduire la consommation d'électricité, qui n'était pas du tout sur groupe, hein. Donc on n'était que sur RTE et qui est en plus payé par la ville. Donc l'impact financier pour l'organisateur, il était nul, hein. Et on a divisé par 2 en fait la consommation d'électricité sur 4 ans. On était à 170 000 watts, on est passé, là ils sont en train de monter depuis hier, on a une promesse de bilan de puissance à 65 000. Et ça a été au fur et à mesure, en accompagnant aussi et en rassurant beaucoup, notamment les exposants qui sont dans des chalets et qui ont besoin de comprendre, mais attends, moi j'ai peur, là tu me dis que je passe de 1500 watts à 1000 watts, pourquoi? Mais en fait, l'an dernier, on est passé, on a regardé ce que tu avais branché, tu avais 800 watts maximum de matos branché. En fait, ce n'est pas un sujet pour toi. On va réduire, mais ça n'a pas d'impact pour toi. Ou alors, sur 40 exposants, 1 ou 2 qui ont vraiment des besoins un peu plus forts, eh ben, c'est les accompagner aussi parfois dans le choix du matériel, ce qu'ils branchent, comment ils le branchent, comment ils l'utilisent. Parce que je sais que toi, tu vas rebondir sur l'usage, parce qu'à force d'additionner les puissances, en fait, on pense qu'on utilise Versailles en H24, alors que c'est sur une période très courte. Donc c'est comment on réduit cette durée-là. Voilà. C'est vrai que ça me fait particulièrement penser à des cas de festivals où le pôle restauration finalement est un des plus gros consommateurs d'énergie, et sur des moments donnés qu'on peut facilement identifier. Et on peut voir, voilà, ça se vérifie, on est à 25-30% de l'usage. C'est-à-dire que quand on mesure ce qu'on peut mettre dans une P17 32 tri, 18 kW, on va l'utiliser. Et ce qui est la demande en fait du restaurateur, si on utilise 15-20% de cette énergie-là, eh ben on est au bout du bout, quoi. Mais le problème, c'est que on n'a pas formé celui qui va faire le bilan de puissance à sensibiliser le restaurateur en lui demandant de lui faire une demande ajustée. Donc c'est ceinture bretelle, plus le standard du dessus chez le loueur d'énergie, plus le au cas où, on ne sait jamais. Et là, ça commence à faire beaucoup en logistique, en déploiement d'armoires, de câbles qui vont derrière. Donc c'est bien, ça donne du travail, c'est parfait. Mais voilà, le sujet de l'énergie coûte, et du coup les économies, elles se situent aussi là. Voilà. Et puis après donc c'est de la sensibilisation auprès des prestataires, aussi bien que dans la restauration que dans le son, dans la lumière, savoir fournir un bilan de puissance, un besoin ajusté. Voilà. Parce que quand on voit des implantations électriques avec des armoires 125 sur lesquelles on tire 7 kilos, ou des choses comme ça pose des vraies questions. Ça pose des vraies questions. Et quand on confronte l'idée au prestataire en question, au début il n'y croit pas. Il dit non, c'est sur ma fiche technique, je comprends pas. Intensité nominale de démarrage, tu comprends? Oui, mais bon. Sauf que c'est pareil chez toi, si tu mets tout à fond, ta machine à laver, ton micro-ondes, tes plaques, ça va sauter. Sauf que tu le fais jamais. Voilà, ça va être pareil, on va faire pareil. On va faire en sorte que tout soit pas allumé en même temps. Voilà. Bon, c'est
C'est une notion de risque, c'est certain. Ça touche au black, ça touche au plantage, à la course, au rallumage de disjoncteurs sur un site. Bon, voilà. Après, est-ce que c'est un risque qui n'est pas, en tout cas, c'est un risque maintenant qui est mesurable, on va dire. Et je vais dans ton sens. Ce qui est intéressant, c'est que ça replace l'ingénierie, c'est-à-dire le temps de cerveau humain, au cœur de la pratique. C'est-à-dire que soit on part sur des standards qu'on applique aveuglément et on s'aperçoit qu'on est complètement à côté de la plaque dans ce qu'on pourrait mesurer et la réalité, soit en effet on va chercher de la donnée ou plus loin un exposant, qu'est-ce que tu branches exactement, etc., pour faire un bilan de puissance le plus ajusté possible. Et ça, c'est du temps de travail humain. Et je pense que le développement durable mettra encore plus le temps de travail humain au centre des choses, plus que le matériel. Et je dis ça au JTSE, excusez-moi. En fait, une des idées aussi de départ de cette approche-là, c'est de dire que l'événementiel, le spectacle vivant, les manifestations, les festivals sont des vitrines de sensibilisation pour nous tous. Aujourd'hui, peu de personnes sont à même de comprendre ce qui se passe dans leur compteur Linky et dans les kilowattheures de leur maison. Là, moi-même, aujourd'hui, j'ai du mal à vous dire ce que consomme la salle en termes de kilowattheures, alors que c'est notre environnement proche. On allume les lumières tous les jours, mais voilà. Donc l'événement permet pour ça d'être exemplaire, en tout cas sur l'approche, mais aussi d'être un relais de connaissances sur ces sujets-là. De dire qu'une scène est à tant de niveau d'intensité, de kilowattheures consommés, non pas pour taper sur la tête, mais plus simplement pour rendre compte et rendre les choses intelligibles aux yeux de tous. Donc c'est un peu la magie du secteur, autant en profiter. La difficulté pour une direction technique, c'est qu'elle ne peut pas être la seule à réfléchir à ça, elle doit embarquer tout le monde. Alors, on parlait de la scène, si je n'ai pas mobilisé mon équipe scénique avec notamment la personne qui conçoit le plan de feu et qui va dire que son plan de feu il consomme tout full à 160 000 watts, alors qu'il n'y a aucun show dans lequel il va tout allumer. Si on n'a pas réfléchi à ça, donc quelle marge on a entre tout éclairé et le moment donné où il faut que je me garde une petite marge, mais je considère que sur un 160 000, je peux tabler sur 100 000 par exemple, et qu'il en ait conscience. Et donc ça veut dire que dans son accueil aussi potentiel de technicien lumière, il faut amener cette notion-là que non, tu ne peux pas tout allumer en même temps parce que ça va sauter, parce qu'on a fait attention à maîtrise d'énergie. Donc voilà, jusqu'aux techniciens ou aux régisseurs électro, évidemment. Donc toute la chaîne technique doit être partie prenante et impliquée dans cette action-là. Après, si vous cherchez des modèles de festivals innovants sur ces sujets-là, mais très contraignants, moi je peux vous en donner. On déplace le fonctionnement du scénique sur des heures différentes du fonctionnement de la restauration. Et là, vous allez faire des grandes économies. Mais bon, il y aura peut-être des mécontents si les friteuses ne tournent pas. Ça pourra poser des soucis. Ou alors venir avec sa batterie. On verra ce que ça donne dans les années à venir, mais peut-être que nous serons tous amenés à nous déplacer avec notre kit de kilowatts ou de mégawatts ou d'ampères sous le bras pour aller alimenter tel ou tel usage à l'extérieur de nos maisons. Ou encore dédier un certain nombre de kilowattheures à un festival, un événement. Dire voilà, tu dois te contenter de tant d'énergie parce que c'est l'énergie du réseau et on estime que de ce qu'on sait, de ce qu'on a vu, des usages qu'on connaît, que tu dois utiliser cette forme d'énergie, enfin cette quantité d'énergie là. Donc ça, c'est un peu contraignant, mais aujourd'hui c'est un secteur qui ne dispose pas d'une tête pensante. Sur laquelle on va demander de faire 20% d'économie, comme c'est le cas comme le gouvernement peut le faire dans d'autres secteurs d'activité, mais on partage ces avis-là, c'est de se dire que si l'initiative ne vient pas du secteur en lui-même, ce sera beaucoup plus difficile et beaucoup plus contraignant par la suite quand les choses vont tomber au coup près. Voilà, c'est toujours pareil partout. Du coup, sur ces constats, on a été beaucoup sur pendant l'événement, mais est-ce que finalement un événement c'est quand même un avant, un pendant, après Est-ce que du coup il y a d'autres constats qui sont liés à l'avant ou à l'après ou des choses particulières? La réponse, ça peut être non, hein, mais... Moi, avant l'événement, en lui-même, je vois beaucoup de choses qui sont très significatives pendant les phases de montage et de répétition. J'ai envie de dire que c'est là où il y a le plus d'énergie consommée, quasiment. C'est pas pendant le show lui-même. Donc là, on touche au dimensionnement, mais après, avant l'événement, pour moi, c'était ça le contexte. Après, mais avant l'événement en lui-même, vraiment, non, il n'y a pas vraiment de sujet.
Ça rejoint un petit peu au frein qu'on évoquait en début de ce temps-là. L'ambition d'une production, de festival, de spectacle, c'est aussi son image et ça s'entend. Et c'est notamment le moment donné où le public est là. Et nous, sur une direction technique de festival qui dure 3 jours, on y est 15. Et donc en fait, ça veut dire qu'on a 12 jours qui n'est pas du temps en présence du public, où on a des consommations d'énergie qui peuvent être en effet plus ou moins importantes, et où quelque part, comme ça participe moins à l'image de l'événement, parfois c'est moins intéressant, ou en tout cas on met peut-être moins de moyens, on y fait moins attention. Je retrouve beaucoup ça quand j'ai commencé dans cette réflexion-là avec les structures spécialisées en gestion de déchets, qui étaient là les 3 jours de festival, et puis nous quand on arrivait 10 jours avant, en fait il n'y avait rien. Voilà. Donc comment on met en place des choses dès que... Alors je parle notamment là des festivals en plein air, dans des champs, parce que c'est là qu'on construit des micro-villes, quelque part, et c'est là que, souvent, d'un point de vue énergétique, c'est le plus dépensier. Mais comment on considère l'action autour de la maîtrise de l'énergie dès qu'on commence à travailler, en fait. Quand vous allez sur un chantier de bâtiment, on commence par créer une base vie, et ensuite on travaille sur la construction en elle-même. Et là, je pense que l'enjeu, il est, en effet, dès le début du montage jusqu'à ce qu'on soit complètement parti du site ou de la salle, avoir des process... et des approches qui soient maîtrisées au maximum. Alors du coup, sur un autre sujet, je suis directeur technique ou je suis technicien, je voudrais avancer dans ces domaines-là. Qu'est-ce que je fais en premier ? En fait, je me forme, je mesure, à quoi je me raccroche en tout premier ? Ou quelles sont les premières étapes ? Parce qu'il n'y a peut-être pas qu'une chose à faire, mais plusieurs choses dans un premier temps. Alors nous, le travail sur la maîtrise de l'énergie, on s'est fortement inspiré du scénario Négawatt, qui est un scénario de transition de la société française par rapport aux problématiques à l'horizon 2030-2050 de transition de l'énergie, qui nous dit sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Donc la première question, avant d'aller justement peut-être faire de l'image en cherchant de l'énergie renouvelable à tout prix, et parfois... Comme tu le disais, sans se poser les questions du dimensionnement, c'est celle de c'est quoi la donnée dans l'étude préliminaire, préalable, le bilan de puissance. Je crois que Jérémy va nous reparler ensuite après de la data, la donnée, la mesure sur site pour ensuite avoir une capacité à nous dire oui, entre mon bilan de puissance et la réalité, il y a ça qui s'est passé. Mais en tout cas, pour une direction technique, le bilan de puissance ajusté est un outil très très important, et je vais remettre une petite couche sur la formation. C'est la faute de personne, et c'est l'histoire du métier qui fait ça. Ceux qui ont connu les électros il y a 30 ou 40 ans, qui était un sous-métier très mal considéré et très mal payé. Alors déjà c'est mieux. Déjà, c'est mieux. Et c'est un métier à part entière. Mais le CQP, le certificat de qualification professionnelle d'électricien de spectacle, il a été créé en 2017. C'est-à-dire qu'avant 2017, les électriciens étaient soit des techniciens de spectacle qui faisaient de la distribution électrique, mais qui n'étaient pas forcément électriciens, formés, qualifiés avec des connaissances lourdes, soit des gens qui venaient du bâtiment et qui étaient intéressés par le spectacle ou l'événementiel. Donc ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire qu'on a identifié le besoin de former des gens au métier de l'électricité de spectacle, et c'est bien, mais c'est récent. 2017, 5 ans, ça fait, c'est que dalle, juste avant le Covid, et avec le besoin d'accompagner aussi les électriciens, parfois qui ont une vraie expérience de terrain, mais moi je suis pas électricien, et ça m'est déjà arrivé de parler de théorie de l'électricité très fine, avec des électriciens très compétents dans la pratique, dans la distribution électrique, mais qui ne connaissaient pas autant que moi. Donc c'est aussi la capacité à bien comprendre des choses qui sont très pointues. L'exemple qu'on s'est donné hier, là, parce qu'on a évidemment préparé cette table ronde en visio, c'est chez nous il y a le Hellfest, je pense que tout le monde connaît ce festival, qui a eu une coupure d'électricité il y a quelques années sur la main stage. Et alors du coup ça a vachement marqué forcément les électriciens du Grand Ouest, parce que comme c'était lié aux alimentations à découpage, aux courants résiduels, etc., aux nouvelles technologies, voilà. Donc quand on a la connaissance pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut l'encadrer, et que ça ne limite pas la baisse du bilan de puissance, que ça n'empêche pas la baisse d'un bilan de puissance, c'est bien. Mais quand on n'a pas la connaissance pour éclairer ce qui s'est passé, du coup on a peur. Et quand on a peur, on touche à rien.
Hein. On dit non, il ne faut surtout pas baisser mon groupe électrogène parce que regarde ce qui s'est passé au Hellfest, on n'est pas à l'abri que ça tombe pareil. Quoi. Voilà. Donc c'est, je pense, très très important de remettre aussi de la connaissance théorique brute dans les cycles de formation d'électro et vraiment aussi d'appuyer ce certificat de qualification professionnelle, ce CQP d'électricien de spectacle, pour avoir des gens qui sont très formés, très qualifiés et qui comprennent vraiment la théorie de l'électricité en détail. Sur ces sujets de dimensionnement scénique, il y a quand même des choses qui sont quand même très bien faites. Bon, moi, ça m'arrive aussi de dire qu'il n'y avait rien à dire, hein. C'était bien dimensionné et que la direction technique avait bien bordé le sujet et que les usages finaux de scénographie étaient bons. Et même si on avait, je sais pas, 800 kilos de lumière déployée possible en étant tout à fond, on allait en utiliser que 500 et que les groupes étaient à la bonne taille pour tirer les 500. Alors après, charge au lighteux de faire ses tests en conséquence et de ne pas d'envoyer les potards à fond. Mais tout ça, c'est voilà, on rentre dans une notion de concertation où on va demander à un référent de prendre des responsabilités qui sont un peu touchy quand même. Hein. S'engager sur un niveau d'énergie à pas dépasser, bon, là où le métier était rock'n'roll il y a quelques années, ça peut donner des petites réticences. Mais plus sérieusement, la notion de challenger les prestataires, ça, c'est à la portée de n'importe quel directeur technique qui a un peu de connaissance en électricité, je crois que c'est le cas, mais en tout cas d'aller dire à son prestataire son, à son prestataire lumière, à son prestataire FX ou restauration, de lui donner en tout cas un dimensionnement ajusté, en ayant bien réfléchi aux usages finaux, en lui disant qu'on n'allait pas tout mettre à full, etc. On avait besoin d'être dans la sobriété. Un partenaire qui s'engage sur un événement peut faire le travail d'un essai à blanc pour voir comment ça réagit, de vérifier, de faire une mesure, de donner une information plus factuelle que juste ce qui a marqué sur une fiche technique ou sur une habitude de fonctionnement qui aujourd'hui n'est peut-être plus la bonne en tout cas. Donc oui, c'est bien, c'est challenger son prestataire et puis lui rendre compte en fin d'OP, en fin d'événement ou pendant, en disant écoute, tu vois, on avait encore de la marge finalement, même si tu as fait un effort sur ton dimensionnement, on pouvait travailler différemment. Voilà, donc ça rentre dans une démarche aussi d'amélioration des performances, d'économie carbone et budgétaire évidente. Et puis ça crée du lien. Ça donne un sujet de discussion. Merci. Du coup, il reste une vingtaine de minutes, donc je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle. Oui, alors je vais peut-être passer le micro parce qu'il faut que ce soit enregistré. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de l'énergie et de la consommation avant, pendant et après un festival. On n'a pas trop parlé aussi de la partie transport, qui je pense est quand même très énergivore aussi. On parle de transition écologique, mais et de consommation énergivore. Quel conseil vous préconisez par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce que du coup, de la même manière qu'il y a un bilan de consommation de fait, est-ce qu'il y a un bilan de dimensionnement de transport par rapport à un festival dans la globalité, hein, la scénographie, le son, lumière, etc. C'est vrai que nous, on intervient en tout cas Visu intervient pour donner de la donnée pour des bilans carbone au niveau énergie. Et on se rend compte que sur certaines OP, le post-transport est beaucoup plus impactant finalement que l'aspect énergie. Bon voilà. Après, moi, j'ai pas vraiment de compétences ou d'analyse sur le sujet du transport, mais oui, c'est évident qu'il y a certainement des améliorations à faire. Alors, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est qu'on avait un show mode à couvrir, et puis l'idée c'était de savoir s'il fallait faire du distanciel. Parce que le gros coût du transport de tous les invités depuis on peut imaginer Milan, New York, etc., était énorme. Et l'idée de faire du distanciel, c'est aussi énormément polluant en termes de stockage de données. Voilà, il semblerait que ce ne soit pas la meilleure solution non plus. Bon, voilà, donc mauvaise pioche. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment de réponse miracle sur le sujet du transport ou du distanciel ou du présentiel sur des vrais grands événements qui nécessitent, avec des grands annonceurs, avec de la grande visibilité ou des grandes annonces. Je suis un peu sec. Alors, la commande d'aujourd'hui, c'était le focal électrique. Donc c'est pour ça qu'on
on a orienté tout de suite la notion d'énergie sur l'énergie électrique, mais oui, en effet, l'impact énergétique d'un événement couvre en fait tout le déploiement énergétique, qu'il soit de l'énergie électrique ou de l'énergie mécanique, enfin en tout cas voilà, le bilan de tout ça. À l'heure actuelle, enfin ça je pense que tu peux encore mieux en parler que moi, le poste des transports et de la logistique est un des premiers postes impactants dans les événements. L'énergie peut se balader entre 3 et 5%. C'est rigolo de voir aussi que les déchets, mais c'est logique parce que c'est très visible pour le public et pas un pourcentage énorme non plus, hein. Qu'est-ce qu'on a comme solution ? Moi, en tant que directeur technique, dans la formation que je donne sur ces questions-là, je pars toujours du principe que on fait notre part par rapport au levier qu'on peut soulever. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors, en tant que prestataire encore plus, hein, quand je suis appelé sur un événement, c'est pas à moi de questionner la venue de l'artiste qui vient des États-Unis ou le rayonnement d'un festival qui fait venir des gens du monde entier ou de toute l'Europe. Ça ne m'appartient pas. Par contre, en effet, ce qui peut m'appartenir, c'est le levier que j'ai sur la logistique, le transport des prestataires. Je prends un exemple tout bête. On a bossé une année sur un festival où, entre deux devis, festival breton, entre deux devis, de 10 000 € d'une semi-remorque de son, de matériel son, a été choisie celle qui venait de Paris pour 100 balles de différence. Donc 1% de budget, une semi sur la route, alors qu'on sait très bien qu'en Bretagne, il y avait tout ce qu'il fallait localement. Donc finalement, on revient à la notion de méthodologie. À l'heure actuelle, que ce soit les productions ou les directions techniques, on a deux filtres principaux, c'est la qualité du travail ou de la prestation et le budget. Et ben demain, il va falloir mettre un filtre sur le développement durable partout. C'est-à-dire se dire, voilà, quel est l'impact de mon choix ? Et est-ce que c'est le choix budgétaire d'avoir 100 balles d'économie entre deux semi-remorques d'où qu'elles viennent ? Ou est-ce que la localité et donc le coût carbone forcément de l'impact de ma logistique, j'en tiens compte. Et je pense qu'en fait c'est une question de transformation aussi des consciences. Si j'ai encore 30 secondes, je vous prends un exemple, parce que moi je trouve ça hyper passionnant, parce que je ne suis pas à mes goûts, hein. C'est juste qu'on met des degrés de réflexion partout. Alors, donc on est une équipe de 7 permanents, on change de bureau, il nous faut un tableau Velleda. Julien, il se souvient peut-être de cette anecdote-là. Donc, faut acheter un tableau Velleda. Bon, un tableau Velleda, ça coûte 80 balles. Oui, mais alors attends, tableau Velleda, il faut quand même réfléchir, parce qu'il faut être cohérent avec ce qu'on veut. Donc, ah oui, alors ce serait bien qu'il soit à base de produits recyclés. Ah oui, ça c'est bien. Mais il faut aussi qu'il soit recyclable. Donc la chaîne complète, produits recyclés, recyclables. Et puis du coup, on réfléchit à l'usage. Le tableau Velleda en lui-même, c'est bien, mais ces crayons Velleda, c'est quand même de la merde. C'est quand même du pétrole. Donc comment est-ce qu'on questionne l'usage d'un crayon ? Et du coup, on a changé, on a viré tous nos crayons pour utiliser des crayons gras qui étaient moins pires d'un point de vue impact. Donc vous voyez, entre un truc qui se règle en 5 minutes sur un site web, j'achète un truc à 80 balles, j'en achète un à 120 parce qu'il est recyclé et recyclable, et en plus je change un usage simple, parce qu'un crayon Velleda pour un crayon gras, ça m'impacte peu. La seule transformation importante, ça a été que tu ne peux plus effacer avec ton bras, mais c'est pas plus mal. Et donc, on trouve une solution à base d'eau avec de la lavande pour effacer. Donc, comment est-ce que, petit à petit, chaque décision, parce qu'on ne va pas pouvoir tous transformer tout d'un coup, ça va vous épuiser, mais à chaque fois que j'ai une nouvelle décision à prendre, qu'est-ce que je fais pour mettre ce filtre autour de la transition économique et solidaire, donc le social aussi, donc le mieux disant pour l'être humain, et pas uniquement environnemental, pardon. Donc comment je transitionne petit à petit dans ma structure, dans mon métier, dans mon approche, et en tenant compte aussi, pour terminer, que les réticences sont souvent liées aux gestes professionnels. Demander à un technicien d'abandonner le barnier alors que ça fait 20 ans qu'il noue ses câbles avec du barnier et de prendre juste un belge à la place, quand on a un prestat, il va vous expliquer, et il aura raison, qu'il va perdre du temps. Et donc, il faut lui donner le temps à perdre pour qu'il recommence à retravailler un nouveau geste professionnel. Et ça, c'est très important. Si on lui dit, tu as 4 heures pour démonter, on t'enlève son barnier, on met du belge à la place, tu te démerdes, c'est pas mon problème, on crée de la frustration. Si on dit, écoute, tu vas démonter en 5 heures, parce qu'on va t'accompagner dans la transition de ton geste, simple, mais qui va amener quelque chose de plus durable pour l'événement, là, on lui donne une compensation, entre guillemets, et que peut-être, dans 1 mois ou 2, il pourra revenir à un démontage en 4 heures avec autre chose que du barnier. Du coup, juste pour compléter sur les questions de mobilité, ça fait partie effectivement des impacts
très fort. L'enjeu, effectivement, le levier qu'on a, chacun en fonction de ses métiers, ça, je pense que c'est important, parce qu'il ne faut pas se battre contre quelque chose sur lequel on n'a pas la main. Il faut essayer, mais il ne faut pas y mettre toute son énergie, autant focaliser sur ce qu'on décide. Et après, en dehors des spectateurs et des artistes, en fait, il y a également effectivement le côté logistique. Et là, il y a beaucoup de questions autour des conditionnements, du poids, la quantité de matériel. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'autant de matériel? Est-ce que je ne peux pas revoir différemment? Qui peuvent jouer, en fait, sur l'impact de la mobilité. Et après, sur la question digitalisation et présentiel, il y a encore beaucoup de débats sur l'impact du digital. Donc il y a des premières comparaisons qui sont en train de faire. L'ADEME en a fait quelques-unes qui sont disponibles en ligne. Mais par contre, ça reste encore sous forme de débat sur les chiffres exacts. Voilà. Et sur la logistique, pour avoir développé une solution au biocarburant, il existe maintenant des transporteurs qui utilisent un biocarburant qui fait drastiquement baisser les équivalences CO2. Voilà, j'en vois pas toujours. Après, ils sont peut-être forcément un peu moins disponibles. C'est compliqué à mettre en œuvre. C'est une logistique compliquée, le biocarburant. C'est pas si simple. Mais c'est un début de solution pour voir des semi-remorques faire des allers-retours qui fonctionnent au colza ou à d'autres. Voilà. Et les groupes électrogènes, oui, tout à fait. Ouais. Et ça, en tant que directeur technique et directrice technique, savoir d'où vient l'huile, c'est important. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec contre-productif un carburant qui vient des forêts dévastées écologiquement de l'autre bout du monde. Donc, en fait, on revient à la notion de mesure de l'impact en fait, entre ma solution qui paraît mieux-disante et ce qu'elle coûte à l'environnement. C'est un vrai sujet, le carburant. En tout cas, moi, je suis très challengé là-dessus. Effectivement, entre voilà, il faut être méfiant sur les effets d'annonce. Et l'huile de palme qui peut être présente dans certains biocarburants pose la question de savoir si c'est vraiment vertueux du champ à la roue d'utiliser ce biocarburant-là en particulier. Il en existe d'autres qui sont très locaux et qui n'utilisent pas l'huile de palme. Voilà, il faut bien faire attention et bien lire entre les lignes et surtout peut-être se faire épauler de sachants techniques sur le sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous parliez tout à l'heure de l'implication des prestataires. Qu'est-ce qu'il en est concernant les prestataires énergie, les loueurs de groupes électrogènes? Quel rôle ils ont à jouer? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont prêts à la transition? Est-ce que ce n'est pas eux qui devraient accompagner les organisateurs d'événements? Alors certains loueurs d'énergie le font très bien, ils ont compris les enjeux, c'est dans leur modèle économique de s'adapter aux évolutions du marché. Mais comme je l'ai observé, j'ai l'impression qu'il y a des investissements qui sont faits en tête de gondole en fait, chez différents loueurs. Il y a celui qui va utiliser l'hydrogène, celui qui va se mettre au stockage d'énergie, l'autre qui va se mettre au biocarburant. Donc en fait, il n'y a pas une vérité, il y a un mix énergétique qui est possible. Mais je crois qu'il y a ça manque de recul et ça rejoint aussi le fait que les dimensionnements d'énergie ne sont pas encore peut-être les plus ajustés possibles. Donc les visibilités d'investissement ne sont pas évidentes. On ne sait pas sur quelle gamme d'énergie de groupe électrogène il faut se positionner en puissance. On ne sait pas sur quelle techno, on ne sait pas si les usages vont évoluer. Est-ce que c'est bien de faire tourner un groupe pendant, comme on disait tout à l'heure, en 24/24 pour faire tourner une scène en stand-by la nuit? Est-ce qu'il ne faut pas passer sur de la batterie? Voilà, donc il y a une notion de savoir dans quelle direction aller qui n'est pas aussi évidente que dans l'industrie. Et je crois que les loueurs d'énergie sont d'abord ont aussi une clientèle dans le secteur de l'industrie qui va primer dans leur modèle économique. Et voilà, c'est là-dessus qu'ils vont peut-être aligner leurs investissements. Mais en tout cas, la plupart font des recommandations qui sont bonnes. Pour moi, avoir travaillé chez eux, chez un en particulier, le modèle, c'est de répondre à une demande d'énergie qui nous est formulée au départ. Et réserver l'équipement pour qu'il soit disponible à la période donnée. Si on rentre dans une notion de partenariat, on peut aller plus loin avec de l'accompagnement dans le dimensionnement, avec des solutions alternatives. Certains le font. Mais voilà, je pense que ça va être plus contraignant à l'avenir en raison du stress énergétique. La flotte va être certainement vite orientée sur des immobilisations plus longues pour de la raffinerie, pour de l'industrie. Donc moins de disponibilité sur l'événement peut-être. Alors, ça questionne aussi le rôle de la direction technique. C'est-à-dire que le loueur de matériel fait face à une demande aussi. Vous prenez, c'est un peu comme le rôle de la direction technique pour un artiste et une direction de production. Si la direction de production prend une fiche technique, l'applique sans avoir exactement la connaissance de ce qu'il y a à mettre en œuvre, elle l'envoie au loueur du matériel. Le loueur du matériel, il liste.
il n'a aucun intérêt, sauf s'il n'a pas forcément le projecteur en parc, de dire là, franchement, ces 4 projecteurs, ils ne servent à rien dans cette salle-là ou dans ce contexte-là. Donc c'est pleinement notre rôle, nous, direction technique, aussi, avant d'envoyer une demande à un prestataire, de travailler sur le dimensionnement et la sobriété et l'efficacité des installations pour que, au final, le cahier des charges que j'envoie aux loueurs de matériel déjà soit dans quelque chose de maîtrisé. Faut pas oublier aussi que les prestataires, mais Jérémy l'a très bien dit, répondent à une demande. Donc plus il y aura une part importante de leurs clients qui diront moi je veux aller vers quelque chose de plus durable, plus ils vont répondre à ça. Moi je connais aussi beaucoup de prestataires qui disent nous on est plutôt intéressés, mais en fait nos clients a priori ils s'en foutent. Et puis pas mal de gens qui disent les prestataires ils s'en foutent, alors du coup on ne sait pas comment faire. Donc tout le monde s'attend. Voilà. Donc si les producteurs de spectacles, de festivals, d'événements sont très réactifs et très demandeurs de solutions de transition, les prestataires de toute façon vont s'adapter, puisque sinon ils perdent du marché et donc ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas si on répond à votre question. Si. Et puis il faut imaginer qu'après l'héritage des Jeux Olympiques, l'idée de groupe électrogène sera peut-être un peu regardée comme ça, quoi. Donc le modèle va être forcément amené à changer chez eux pour plein de raisons. Il y a déjà plein de nouvelles nouveautés. Le Stage 5 qui est quelque chose de très bien en termes d'émissions. C'est un moteur qui émet très peu de NOx. Voilà, le stockage d'énergie. Les solutions existent, mais je pense qu'il y a peut-être un point de mire qui est 2024, où là il y aura plus de certitude sur les investissements. La notion de réseau, d'électricité disponible sur le réseau, et le réseau secouru également, permettra d'avoir un peu plus de tranquillité pour mettre des équipements de secours ou de backup qui sont mieux dimensionnés, plus petits, plus adaptés. Je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui. Vous parliez justement tout à l'heure de trouver plusieurs systèmes, plusieurs circuits pour l'électricité, etc., vu qu'il y a juste des pics à certains moments, sur un festival par exemple. Est-ce que vous avez un outil pour calculer le gain d'énergie et donc le côté financier qui permettrait de payer le fait de développer un autre système en parallèle qui compense les pics de consommation? Alors, effectivement, ça rentre rapidement dans les discussions avec les directions techniques, c'est de savoir sur quoi investir pour économiser l'énergie. Alors ça se mesure, ça se calcule, mais effectivement l'analyse peut être portée sur un événement. Alors j'ai envie de dire, c'est difficile de le faire avant l'événement, par définition. En revanche, si la scéno ou le dimensionnement du festival ou de l'événement est amené à être reconduit, on peut imaginer un scénario qui sera ensuite calqué sur la simulation réalisée. Donc ça c'est possible. C'est-à-dire que le monitoring en temps réel des usages permettrait d'avoir une utilisation d'une scène telle qu'elle a été définie sur la simulation. Ça c'est possible. Et donc d'avoir ça peut être un UPS, une solution de stockage d'énergie qui permettrait d'absorber le talon bas de consommation et d'avoir une ressource à une énergie annexe, groupe ou TGBT pour les phases d'utilisation en pic. Ça, c'est sur certains festivals, ça existe déjà. Enfin, ça a voulu être mis en place. C'est particulièrement, on va dire, contraignant parce que ça nécessite du temps en amont. Il faut avoir les fiches techniques, il faut connaître le planning, il faut avoir énormément d'éléments qui permettent de sécuriser ce périmètre-là sur le festival ou sur l'événement. Mais c'est possible. C'est possible. Mais il y a des mais. C'est le nerf de la guerre. Donc oui, ça génère les économies derrière, oui, effectivement. L'investissement en matériel, c'est facile de savoir. Elle est déportée sur un autre poste. Oui, tout à fait. Ouais. C'est possible. Moi, j'aurais une question sur ce qui est du temps, parce que plusieurs fois vous dites pour l'utilisation du beige plutôt que le barnier, c'est pas grave, on donne du temps en plus au montage. Il y a de la formation à faire, ça va prendre du temps. Ce temps, ça revient à dépenser, ça revient à l'utiliser en budget. Et c'est des choses qui sont compliquées à débloquer
ce temps en plus est compliqué à débloquer et à mettre en place parce qu'on n'a pas forcément l'argent et on n'a pas forcément la structure ni la possibilité de le mettre en place. Est-ce que vous avez des solutions pour accompagner les structures qui peuvent débloquer ce problème au-delà de la volonté des équipes de le mettre en place? Alors, il y a 10 ans, quand on disait à une prod, il nous faut un peu de budget pour travailler sur des questions d'éco-responsabilité, il n'y avait pas trop de sujets, il n'y en avait pas. Là, ça s'accélère franchement. Ça s'accélère franchement avec de plus en plus de subventions éco-conditionnées. Jérémy parlait des groupes électrogènes. On commence à avoir des collectivités qui disent OK pour cet événement, mais que sur réseau RTE, transport électricité, hors de question que vous mettiez un groupe. Donc, une contrainte qui est amenée par la mairie qui accueille en disant attention là-dessus, il ne faut pas y aller. En tout cas, d'une manière générale, il y a de plus en plus de contraintes, d'injonctions à la transformation des événements. Donc je ne vais pas répondre à votre question. J'ai juste l'impression que ça commence à être le moment donné où les productions d'événements se disent il faut qu'on se transforme. Et donc c'est bien le rôle du manager, chef de service, directeur, directrice technique, d'aller dire moi je veux bien que vous me disiez qu'il faut se transformer, qu'il faut aller se former, mais il va falloir mettre en place en effet une enveloppe budgétaire pour former les équipes, que moi je me forme personnellement, parce que c'est pas forcément mon métier initial de faire du développement durable, d'éco-responsabilité dans ma direction technique, je ne sais pas forcément comment faire. Et c'est plus le moment qu'il y a 10 ans de négocier en effet des enveloppes qui permettent de transformer les structures et les habitudes, ça c'est sûr. Ça paraît plus négociable. Peut-être que demain, on pourrait presque croiser les doigts sur le fait qu'il y ait des aides potentiellement à la transformation des structures culturelles. Des aides de l'État. Ou pas, on verra. Pour remplacer le barnier, il existe depuis quand même quelques années les crochets de pont qui nous évitent de mettre du barnier sur les ponts. Et une technique que j'utilisais parce que mes câbles avec du barnier, au bout d'un moment, ça colle à la main. Donc je prenais des élastiques avec des tourillons. Et voilà, et ça faisait l'affaire. Et on met moins de temps avec des élastiques tourillons qu'avec un barnier. Et les barniers, on les garde juste pour marquer les couleurs des ponts ou les couleurs des... Et puis il existe un produit, c'est à base d'un produit plastique, mais des petites attaches velcro qui nous permettent de faire les snacks. Voilà, et c'est quelque chose qui reste dans le fly, et puis ça sert une fois, et on peut s'en servir par la suite. Voilà, le barnier n'est pas une obligation. Pas du tout, c'est juste que c'est devenu une habitude, en effet, dans beaucoup de boîtes de prestations, et que là, il faut déconstruire ça. Mais comme, en fait, la question première, avant même de parler de changer le velcro ou des choses comme ça, c'est le plastique à usage unique, comment on le bannit. Et je regarde les petites bouteilles d'eau qu'il y a devant nous. Alors, est-ce que demain, les prochaines tables rondes des JTSE, on pourrait avoir juste un pichet d'eau avec un verre d'eau? Moi, ça me va très bien, j'ai ma gourde. Voilà, il faut vraiment... Par contre, là, ça devient carrément urgent et facile, franchement. Une dernière question, du coup? Oui, je ne vais pas prendre la parole, c'est juste pour revenir sur la problématique des loueurs d'énergie. En fait, pour un petit témoignage, avec notre loueur sur le festival, on a pu travailler à la mise en place sur notre grosse scène, d'un tripack. En fait, alors c'était nouveau, moi je découvrais ce principe-là. C'est-à-dire que 2 groupes principaux tournaient pendant l'exploit les balances et nous envoyaient nos 400 ou 500 kVA hallucinants de prod et compagnie. Et le 3e groupe électrogène adjoint à cette installation n'était qu'un 60 kVA qui tournait lui la nuit et qui permettait de prendre sur un seul réseau d'alimentation toute lampe éteinte et voilà. Donc il y a des solutions et ça c'est vraiment le loueur qui nous a proposé ça. Ce loueur travaille aussi avec beaucoup de mâts d'éclairage hybride, il fait en sorte que ce soit des batteries au plomb qui sont issues de son ancien parc recyclé pour éviter le lithium. Enfin voilà, on a senti quand même en face de nous du concret et des choses intéressantes. Voilà, c'était plus dans l'idée d'un témoignage. Merci. Et du coup, dernière question, puisque ça va être là. Pas une question, c'est juste une petite réaction à ce que vous avez dit tout à l'heure. Si les organismes de formation doivent s'assurer de bien préparer les apprenants pour leur certification, rien ne les empêche d'aller plus loin que la certification. Donc aujourd'hui,
dans une formation de régisseur général, même si la certification et les blocs de compétences n'appellent pas au RSE et à l'environnement, rien n'empêche votre organisme de formation de former sur ces questions-là. Vous travaillez dans un organisme de formation peut-être ? CFPTS, oui. CFPTS. Alors, non mais on va juste parce que je suis d'accord avec vous. Vous savez très bien qu'il y a un problème de financement à l'heure actuelle et que rajouter 1 ou 2 journées à des financements qui sont très compliqués avec France Compétences, c'est pas hyper simple. Après, je rebondis là-dessus aussi parce que on me demande une demi-journée sur les questions de développement durable et de RSE dans des blocs de formation de plusieurs centaines d'heures. Non seulement il faut mettre ça au chapitre, mais il faut aussi que demain, tous les formateurs qui interviennent parlent de la RSE, du développement durable, par rapport à leur métier. On est complètement d'accord. Voilà. Mais d'ailleurs, dans les blocs de compétences, sur les fonctions d'encadrement, on nous demande de parler de la RSE. Tout à fait. Et de le mettre au programme. Et je pense que c'est l'étape suivante, c'est que tous les formateurs qui interviennent puissent, quand ils interviennent sur l'initiation au son, redire ce que c'est que faire du son d'un point de vue plus responsable en termes d'impact environnemental. Pareil pour la sécurité, l'initiation lumière, le rigging, etc. Parce que sinon, on a juste un formateur un peu orienté là-dessus et tout le reste de la formation, on n'en tient pas compte. Merci. Du coup, il est 15h05, donc je vais vous libérer, sauf s'il y a quelqu'un qui a une dernière question qui lui brûle les lèvres. Et sinon, merci pour votre présence et merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.